Alors, bonjour tout le monde. Le docteur Nahal pour vous servir, pneumologue. Très content de participer à cette journée pour rehausser un tant soit peu le niveau de la pneumologie qu'on essaye à bout de bras de propulser en avant. Alors, très belle ville orange, vous aurez aimé être parmi vous. Malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, j'ai été amené à parce que j'aime l'imagerie, je suis toujours sur l'imagerie. Et l'imagerie des PID est difficile, c'est pour cela que j'ai choisi toujours un thème ayant trait avec l'imagerie du PID donné. Aujourd'hui, on va traiter de la pneumopathie d'hypersensibilité. Et comme vous voyez, bien sûr, c'est une pathologie de l'environnement, aussi bien l'environnement rural que citadin, et on est agressé de partout par des particules qu'on peut inhaler éventuellement et déclencher un processus inflammatoire. Alors, on va commencer par l'immunopathologie de la PHS. Je n'ai pas commencé par la définition. C'est fait exprès. Alors, l'être humain, il est entouré de particules. Il a un environnement malsain. Et on est amené à inhaler en permanence des particules qui vont se déposer au niveau de l'alvéole et générer une inflammation. Alors, il y a non, anti qui ont été identifiés à l'origine du PHS. Donc, où ces antigènes, le la cellule dendritique, la cellule antigène, s'ensuit une réaction immunitaire à la production d'IgG, et cette production d'IgG va stimuler l'expansion des lymphocytes T et B, ce qui aboutit à une alvéolite, le plus souvent lymphocytaire. S'ensuit une interaction avec l'interleukine 2 et le TNF. Ceci aboutit à la production de granulome. Les granulomes sont situés surtout en périvasculaire. Ces granulomes formés vont se déposer, proliférer au niveau du parenchyme et vont être à l'origine de nodules centrolobulaires. S'ensuit un chimiotactisme qui va permettre de recruter ce qui est expliqué par le fait qu'il y a des mécanismes. Parmi ces mécanismes, il y a la transition de l'anti-TH1 et favorisée éventuellement par ce qu'on appelle le raccourcissement des télomères et l'âge du sujet. Voilà. Ce processus inflammatoire, qui est à l'origine d'une alvéolite lymphocytaire, va secondairement, s'il se pérennise dans le temps, et s'il est fréquentatif et récurrent, il va pouvoir entraîner le développement d'une fibrose par production de fibrose, et l'interface alvéole capillaire va en pâtir puisqu'il y aura versement de l'architecture de cette interface. Alors, tout à l'heure on avait parlé de production de granulome dans la formation et le positionnement au niveau en paravasculaire, au niveau de l'interstitium, va générer une inflammation et bien sûr favoriser en place de la fibrose. Alors voilà ici, c'est une image où vous voyez bien sûr un vaisseau, on voit ici, voilà, et là vous avez un granulome qui est en train de se former, dont les contours sont flous et de localisation périvasculaire. Donc la conséquence de cette inflammation inhérente à l'inhalation des antigènes aériens, suite aux travaux de loisirs ou bien aux travaux manuels que l'on fait, va entraîner, entre autres, comme première
formation et une production de granulomes qui sont très mal définis et très mal séquence de cette inflammation de la bronchiolite, la bronchiolite inflammatoire cellulaire, qui sont définies, dénuées de glandes séromuqueuses et dont le diamètre est en deçà de 2 mm. Donc qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau, on va inhaler des particules qui vont agresser ces petites voies aériennes et ça va développer dans un premier temps un infiltré lymphocytaire étendu cloison alvéolaire adjacente et puis ça va évoluer vers la bronchiolite constrictive. Ceci sera à l'origine, bien sûr, de ce qu'on appelle air trapping, le trappage à la PHS. On doit dire que c'est une atteinte pulmonaire. L'atteinte pulmonaire, elle est inflammatoire et granulomateuse. Donc il y a production de granulome et il y a une alvéolite. Elle est de mécanisme immunoallergique puisqu'elle mission lymphocytaires T et qui vont pouvoir créer un mécanisme immunoallergique à l'origine de cette atteinte. Ce mécanisme immunoallergique, c'est une réponse exacerbée à l'inhalation d'antigènes organiques. Les antigènes organiques sont répertoriés. Chaque année, il y a de plus en plus, mais ça se limite à des moisissures, à des bactéries, à des protéines aviaires. Voilà la définition de la PHS. Donc, c'est une inflammation, c'est une atteinte inflammatoire et granulomateuse du parenchyme pulmonaire qui est due à une exacerbation immunoallergique. Alors, in fine, il y aura production de marques qu'il faut prendre en considération selon l'anamnèse et la clinique. Il y a production d'anticorps circulants qu'il faut savoir interpréter. Et il y a bien sûr une lymphocytose alvéolaire en réponse à cette agression. Alors, sur le plan épidémiologique, l'incidence cumulée de la maladie est estimée à 1,9 individus pour 100 000 personnes ou habitants. Ça représente la troisième la plus fréquente de PID, après la fibrose pulmonaire idiopathique et les PID des connectivites. Donc si on doit classer les PID, ça sera bien sûr la fibrose pulmonaire idiopathique qu'on retrouve à l'âge de 50 ans chez le sujet fumeur. Et en deuxième position, on retrouve bien sûr le plus souvent des PINS en rapport avec une maladie. On va essayer de voir la corrélation entre imagerie TDM et anapac. Quand on est en face d'une PHS aiguë, sur le plan TDM, qu'est-ce qu'on a? On a des micronodules centrolobulaires, qu'on va voir en détail, qui sont le reflet de lésions de bronchite cellulaire et puis, in fine, bronchite fibreuse. Du verre dépoli qui intéresse les régions moyennes, ça c'est fondamental, c'est une pathologie du poumon moyen et du sommet pulmonaire. Et ce verre dépoli est le témoin de lésions d'alvéolite. Et enfin, on a un aspect mosaïque ou en mosaïque ou de mosaïque pulmonaire avec ou sans piégeage lobulaire. Ceci étant inconstant à ce stade et il témoigne d'une atteinte des petites voies aériennes. Bien sûr, à ce stade, le diagnostic fait précocement, suivi d'une éviction antigénique et bien sûr d'un traitement corticoïde le cas échéant, permet la résolution totale sans séquelles de ces anomalies. Alors, la TDM, pourquoi la TDM? Parce qu'il faut éviter des examens effractifs, des examens invasifs pour une pathologie quand même. Il est difficile à cerner. Et pour ce faire, il faut trouver un moyen idoine, idéal, pour approcher le diagnostic de ces PID à travers la TDM thoracique haute résolution, qui reste l'élément clé du diagnostic. Devant une PHS, on a deux types d'anomalies. On a des anomalies directes, représentées par l'infiltration inflammatoire et granulomatose interstitielle. Ça génère et ça suscite des opacités en verre dépoli. C'est un infiltrat inflammatoire. Le plus souvent, la densité est inhomogène, de
cours de géographie. Deuxième anomalie possible, c'est des micronodules centrolobulaires de contenu flou, le plus souvent en verre dépoli. Et ça traduit les granulomes mal organisés ou mal formés qu'on retrouve en périvasculaire au niveau des petites voies aériennes. Alors, il y a des signes indirects qu'il faut savoir, bien sûr, analyser finement, qui témoignent d'une atteinte bronchiolaire et d'un trapage aérique. Donc, cette atteinte bronchiolaire va générer un rétrécissement des petites voies aériennes qui vont se spasmer, se fermer précocement au cours de l'expiration et générer des plages d'atténuation, c'est-à-dire une hypoatténuation du parenchyme pulmonaire. Donc, on aura des zones de poumons plus claires, mal ventilées et mal perfusées, le plus souvent lobulaires. Et ça donne un aspect en mosaïque. C'est l'image que vous voyez sur ma droite. Et enfin, on a parmi les indirects les hyperclartés. Les hyperclartés qui sont secondaires au trapage et au piégeage d'air, ici en rapport bien sûr avec les bronchiolites qui accompagnent la PHS. Et bien sûr, ces hyperclartés, ce piégeage ne peut se voir que sur des coupes en inspiration. De ces images est très évocateur. Voilà quelques-unes. Ça, c'est une forme. La génie subaigu, bon, due à la sautille, elle n'existe plus. Il y a deux formes actuellement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des micronodules de faible densité, en verre dépoli, et caractère centrolobulaire, se voit sur cette coupe, puisque les nodules ne sont pas adossés à la plèvre viscérale, à la surface pleurale viscérale. Ils restent du parenchyme normal. Alors ici, nous avons une PHS insidieuse. Je suis une femme de 39 ans ayant des antécédents d'exposition à des perruches et à des collapsites. C'est l'image que vous voyez sur ma droite. Et vous voyez toujours, dans la phase aiguë, c'est des micronodules, des nodules de faible densité, centrolobulaires, diffuses et prédominants ici au niveau des bases. Vous voyez, c'est la région moyenne qui est intéressée le plus souvent. Et quelques semaines après, en réponse au traitement qui a été administré et le retrait, c'est-à-dire retrait de l'exposition, nous entraîne vers une résolution complémentaire. Donc il ne suffit pas de faire le diagnostic, il faut traiter précocement et il faut surtout savoir faire de l'éviction. Là, c'est la même chose. Vous voyez, c'est des micronodules, c'est des nodules de faible en verre dépoli, nodules de type alvéolaire, de type centrolobulaire. Et là, on voit très très bien la et autre. C'est-à-dire que les nodules sont à distance de la surface pleurale, viscérale et à scissurale d'au moins 3 mm. Donc le nodule centrolobulaire, dans le contexte de la PHS, s'exprime par des nodules de faible densité, en verre dépoli, dites centrolobulaires parce qu'elles restent à distance de la surface pleurale viscérale, à distance de la surface à distance de la surface pleurale viscérale, à distance de la surface pleurale scissurale, et bien sûr à distance de la septale. Voilà, ici, c'est toujours la même chose. C'est un cas de poumon de fermier. On a pratiquement toutes les anomalies. On a des opacités de type alvéolaire, on a des micronodules flous au niveau des os et en postérieur, et on a des hyperclartés lobulaires, en rapport bien sûr avec l'atteinte bronchiolaire et le piégeage aérien. Là on a un verre dépoli en cardiographie, on voit très bien le verre dépoli, voilà, avec des zones claires, polygonales, qui correspondent bien sûr au pulmonaire secondaire, et puis des nodules de faible densité de type centrolobulaire. Alors ça, c'est à l'inspiration. Quand on a une inspiration, on parle non pas de piégeage, mais on parle de et puis lorsqu'on fait la coupe en expiration, on va mettre en relief
une densité parenchymateuse qui correspond aux lobules qui ont été vidés de leur contenu parce que leurs branches de ventilation lobulaire étaient perméables, et à l'expiration, ça a permis de vidanger les lobules pulmonaires secondaires. Et là, on voit très bien un renforcement de la clarté à l'expiration avec l'apparition d'autres zones plus claires qui sont dues au piégeage aérien. Là, c'est une autre image aussi, c'est une forme aiguë de PHS. Et là, on voit très bien l'aspect en mosaïque, puisque c'est une coupe qui a été faite en inspiration. La même chose, on devine des zones claires sur les coupes inspiratoires, et ça se renforce sur les coupes expiratoires. Ceci est dû, bien sûr, au piégeage aérien. Alors, maintenant, on va essayer de voir ce qui s'est passé récemment. En 2022, il y a eu plusieurs sociétés savantes, dont l'une est américaine et l'autre japonaise, qui se sont penchées sur les PHS, et ils ont pondu ce qu'on appelle un guideline pratique. Pourquoi? Parce que radiologues et pneumologues, le plus souvent, ne s'entendent pas. Il y a une contradiction en matière de dénomination, et puis souvent l'interprétation est différente selon qu'on soit radiologue ou pneumologue. Alors on va voir ce qui a changé. La première chose qui a changé, c'est que le pattern qui n'existe plus, il a été démoli, il est obsolète dans les lances. Actuellement, il y a deux patterns. On parle de PHS non fibrosante et de PHS fibrosante, selon qu'il y ait ou non des zones de fibrose. Les trois motifs antérieurs, PHS aigu, subaigu, chronique, ont été abandonnés. Donc on ne va plus parler de PHS subaigu, on va parler uniquement d'aigu et de non fibrosant et fibrosant. Alors, on va voir quelques patterns d'imagerie de PHS. Les PHS dites typiquement non fibrosantes, c'est-à-dire l'aspect typique du PHS non fibrosante, où le traitement et l'éviction permettent la sans séquelles. Alors, comment on définit cette PHS typiquement et non fibrosante? Tibère d'au moins une des anomalies indicatives d'une infiltration parenchymateuse, c'est-à-dire soit du verre dépoli, soit un poumon mosaïque. Et au moins une anomalie TDMHR indicative d'une atteinte des petites voies aériennes. Présence de nodule centrolobulaire ou de slapping, trapage aérien. Les deux dans une distribution. Voilà, vous voyez qu'on parle ni de fibrose, ni de réticulation, ni de rien du tout. Il n'y a que des lésions fraîches, des lésions aiguës, en guillemets, okay, qui traduisent soit une souffrance des petites voies aériennes, telles que les nodules centrolobulaires ou l'air trapping, ou bien qui traduisent une infiltration parenchymateuse, telle qu'un rayon de plutôt qu'un verre dépoli, un poumon mosaïque. Voilà un exemple de PHS non fibrosante, et on voit sur un balayage inspiratoire, on voit très bien ces nodules en verre dépoli de petite taille qui touchent d'une manière pratiquement uniforme les deux parenchymes pulmonaires, et on voit très bien ici, voilà, les nodules restent à distance de la surface surale. Donc c'est des nodules centrolobulaires. Là aussi on voit que les nodules ne s'adossent pas à la surface pleurale viscérale. Alors, PHS fibrosante typique. Comment on définit la PHS fibrosante typique? C'est bien sûr par la présence de signes de fibrose à la TDMHR. Que vous connaissez bien sûr, c'est les réticulations. Intralobulaire, c'est la distorsion bronchovasculaire et bronchiectasie de traction, okay, avec au moins une des anomalies indicatives d'une maladie des petites voies aériennes. Ça veut dire les choses vont évoluer, il y a un chevauchement entre la PHS fibrosante et la PHS non fibrosante. Et là, bien sûr, on aura des nodules en surimpression du nodule centrolobulaire et du verre dépoli. On pourra avoir aussi une atténuation mosaïque
et ce qu'on appelle le Chili density pattern ou air trapping, qu'on va définir tout à l'heure. Distribution typique de la fibrose pulmonaire, donc il y a une distribution typique de la fibrose, elle peut être diffuse en DOM. Elle touche principalement le tiers moyen du parenchyme pulmonaire, la partie. Et puis bien sûr, elle épargne la base. Donc c'est une atteinte du poumon moyen et supérieur. Donc topographiquement, on a déjà fixé, ce n'est pas une atteinte des bases. Et puis, ce qui a changé aussi avec cette nomenclature, c'est le pattern indéterminé. Le pattern indéterminé, pour la PHS, traduit tout modèle qui ne répond pas aux critères typiques ou compatibles d'une PHS. Ça veut dire il n'y a pas de trapping, il n'y a pas de verre dépoli, il y a autre chose. Alors, en matière d'imagerie de la PHS non fibrosante, donc non fibrosant, presque toujours la distribution est diffuse. Donc la teinte est diffuse. Dans la PHS, la teinte est diffuse dans 70 à 90% des cas. On va trouver du verre dépoli dans plus de 90% des cas, des nodules centrolobulaires dans 50% des cas, une atténuation mosaïque sur les coupes, bien sûr, on l'avait dit, inspiratoires, et un air trapping sur les coupes dans 80% des cas. Et bien sûr, forte probabilité diagnostique de PHS reste basée sur le pattern non imagé. Donc on n'a pas besoin de biopsie. La présence d'un verre dépoli, de nodules centrolobulaires, d'une atténuation mosaïque, d'un air trapping suffit pour dire c'est une PHS, bien sûr. On va interroger le malade, on va chercher ses loisirs pour asseoir le diagnostic. Alors, ça c'est un modèle de TDAM-HR typique et compatible avec une PHS. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une atténuation mosaïque sur un balayage inspiratoire. On reprend. Quand on a ces images en inspiration, c'est du poumon mosaïque, atténuation mosaïque. Quand on retrouve les mêmes images en expiration, c'est du air trapping. Et là, on voit très très bien les lobules pulmonaires secondaires qui sont aérés et d'autres non aérés. Et ceci, bien sûr, est dû au remaniement du parenchyme pulmonaire. Alors, troisième problème qui a été soulevé, c'est celui du terme ou de la dénomination de Chili density. Donc, au lieu de head cheese pattern, ça veut dire, souvent on utilisait le terme head cheese pattern, c'est le poumon de fromage, ou tête de fromage pattern. Et puis, on s'est dit, bon, vaut mieux changer parce que ça prête à confusion. Et actuellement, on utilise le terme density pattern. Donc, le pattern des 3 densités qu'on va voir en détail. Vous voyez cette image, il y a des différentes, on va voir ça en détail. Alors, vous avez des zones nettement délimitées de poumons clairs, c'est ce que vous voyez ici. Hein, c'est ce que vous voyez ici. Donc, poumon clair, région d'atténuation diminuée et section vasculaire diminuée. Après, vous avez du poumon normal. Après, vous avez une atténuation élevée, opacité en verre dépoli, voilà ici. Donc, 3 densités différentes qui témoignent de 3 remaniements inflammatoires, bronchiolaires et pulmonaires différents. Alors, voilà une autre image, la même chose. On fait une image d'expiration, et bien les choses s'aggravent. Le trapping devient plus important, plus évident, et la clarté du trapping elle devient plus aiguë, si on peut se permettre. Voilà un exemple de PHS typique hein, et d'imagerie assez. Voilà, on voit par exemple ici, voilà, ici on a un lobule pulmonaire secondaire polygonal, bien dessiné, bien délimité, qui est plus clair que les autres. Et bien sûr, ça donne un poumon mosaïque avec le reste. Voilà ici, c'est la même chose, c'est une autre image du modèle des 3 densités ou du pattern des 3 densités. Vous avez un patchwork de régions très bien délimitées de 3 atténuations différentes. Donc vous avez
vous avez du poumon normal, pardon, vous avez du poumon d'apparence normale, c'est là, voilà, poumon d'apparence normale, là où le lobule est sain, sa bronchiole de ventilation est saine, donc il peut se vidanger facilement. Vous avez du verre dépoli à forte atténuation, voilà. Là, ce n'est plus du parenchyme normal, c'est du parenchyme avec une alvéolite. Et puis, vous avez ici du poumon clair, région d'atténuation réduite et de vascularisation réduite. Alors, un exemple de pattern fibrotique typique de PHS. Donc, il y a apparition, plus ou moins rapidement, de réticulation grossière et de rayons de miel. La distribution, elle est axiale, elle est aléatoire, sans prédominance zonale. Et on peut avoir plusieurs en matière de distribution. Dans la majorité des cas, la distribution est périphérique sous-pleurale et inférieure. Cependant, la distribution pulmonaire supérieure est plus plausible et plus utile. Ça permet de faire la différence avec la PIC et la PINS. Et quand on découvre de la fibrose pulmonaire, on doit penser à la PHS en retrouvant une inhalation mosaïque, un air trapping, mais malheureusement c'est moins fréquent, 40 à 50%. Et on nous dit que la probabilité est plus faible de diagnostiquer une PHS en se basant purement sur les patterns d'imagerie comparé aux maladies non fibrosantes. Ça veut dire au stade de fibrose, il est très difficile de trancher entre PHS et autres pupillidées fibrosantes. Ça peut mimer le pattern PIC dans 25 à 35% des cas. Alors, en plus de la fibrose pulmonaire sur la kidney, il faut au moins une des anomalies indicatives d'une atteinte des petites voies aériennes, c'est-à-dire la présence en surimpression de nodules centrolobulaires mal définis, de faible densité, une atténuation mosaïque, les coupes inspiratoires et non pas expiratoires, et le pattern de densité, et éventuellement de l'air trapping. La distribution de la fibrose, de la PHS, elle est assez typique. Généralement, elle intéresse les régions moyennes du poumon et elle épare pendant longtemps les bases. Donc, ça reste une fibrose des régions moyennes et supérieures du poumon. Voilà quelques exemples. Donc là, on a une distribution périphérique sous-pleurale d'un rayon de miel. On peut avoir un rayon de miel non pas périphérique mais central, proximal, autour des îles et en péribronchovasculaire. Et puis éventuellement, on peut avoir une association de verres dépoli, soit seul, soit en association avec une maladie des petites voies aériennes. Et là, on voit très bien, c'est du verre dépoli diffus, bilatéral. Il intéresse plus ou moins les bases, mais associé à des bronchiectasies de traction. Donc, le schéma fibreux peut différer d'un malade à un autre. Okay, donc, exemple d'imagerie typique de la PHS en TDMHR, forme fibrosante. C'est une association variable d'opacité linéaire et réticulaire et régulière, de verres dépolis et d'épaississement septaux, sans prédominance dans la distribution. Ça peut s'accompagner, bien sûr, d'une distorsion architecturale de bronchiectasie, de traction ou par traction. Alors, il y a un algorithme pour la stratégie diagnostique devant une possible pneumopathie d'hypersensibilité. Eh bien, le diagnostic de PHS peut être considéré comme certain avec plus de 90% de confiance en cas d'association d'une exposition avérée, d'une documentation TDMHR caractéristique et typique, et puis bien sûr, quand on a les deux, intérêt de faire un LBA avec une lymphocytose et le taux de lymphocytes doit excéder les 30%. Ici, c'est un algorithme qui vous permet de cheminer sans vous perdre devant un malade qui a un poumon hétérogène.
Rapidement, on va évaluer l'exposition. On va faire l'interrogatoire pour évaluer l'exposition et un examen TDMHR. Si c'est l'approche et diagnostic qui est fiable, là, on fait un LVA, un broncho-alvéolaire. Et puis, on est dans une situation, soit l'explicité et le phagocytose, et ben, multidisciplinaire, et le diagnostic de pH avec un taux de certitude. Bras, toute votre situation d'exposition, pattern TDMHR, résultat LBA et biopsie transbronchique, diagnostic certain, réévaluer l'exposition, discussion multidisciplinaire, envisager une biopsie chirurgicale ou des cryothérapies, cryobiopsie plutôt, pardon, et bien sûr, mettre le malade, le dossier en discussion multidisciplinaire. Et je vous remercie.